On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Richard Verly, correspondant à Paris du journal suisse Blick. Bonjour Richard. Bonjour Raphaël. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur, entre autres, du livre « Cette Amérique qui nous déteste, la comprendre pour mieux lui répondre ». C'est aux éditions Navicata. Et puis, face à vous, Bruno Darou, chroniqueur international, ici même à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Washington accentue la pression sur Caracas. Des troupes américaines envoyées en Équateur officiellement pour une opération temporaire contre le narcotrafic. Le Venezuela qui fait l'objet d'un blocus par les États-Unis, même s'il l'assure, les exportations de pétrole brut se poursuivent normalement. Et puis les Européens se réunissent demain et vendredi, notamment pour voir comment continuer d'aider l'Ukraine. Au cœur des discussions, les avoirs russes. La Belgique qui héberge actuellement l'essentiel du montant est très réticente à l'utiliser. C'est à suivre dans l'essentiel. La menace d'une intervention terrestre américaine se fait de plus en plus précise au Venezuela. Washington annonce envoyer des troupes dans la région, en Équateur. Le président Daniel Noboa est un allié de Donald Trump. Les États-Unis bloquent depuis hier la navigation des pétroliers vénézuéliens sous sanctions. À Caracas, on fait le point sur les réactions avec Alice Campagnol pour France 24. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Dès hier soir, le gouvernement avait émis un communiqué évoquant une menace extravagante. Aujourd'hui, ça continue. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, qui est un personnage très important au sein du gouvernement, s'est exprimé il y a peu. Il a parlé de déclarations délirantes du président Trump et il a rappelé la position des autorités vénézuéliennes qui considèrent que toutes ces opérations n'ont qu'un seul but, faire tomber le gouvernement et s'approprier les ressources du pays. Je le rappelle, le Venezuela est l'un des pays avec les plus grandes réserves de pétrole au monde, des réserves qui ont été exploitées par les États-Unis pendant des décennies et qui le sont toujours. L'entreprise Chevron travaille toujours ici. Côté entreprise pétrolière publique, PDVSA, un communiqué a également été publié ce matin affirmant que les exportations de brut se déroulent tout à fait normalement malgré, je cite, les menaces et les attaques depuis plusieurs années. Richard Verly, quel est le but de la manœuvre? Faire partir Maduro? Incontestablement. Là, sur ce plan-là, je crois qu'il est évident que l'administration Trump veut changer le régime au pouvoir à Caracas, peut-être pour y installer d'ailleurs celle qui a obtenu le prix Nobel de la paix à la place de Donald Trump qu'il espérait tant. Mais moi, ce que je trouve quand même frappant, c'est que ce brouillard de la guerre à proximité des États-Unis a aussi des répercussions de politique intérieure. Parce que là, on serait dans un conflit s'il y avait un déclenchement d'une action militaire qui est vraiment à la porte des États-Unis dans cette empire américain que Donald Trump entend recréer, puisque pour lui, tout le continent appartient à Washington. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire que c'est aussi de la politique intérieure américaine que d'entretenir un brasier à proximité, peut-être demain pour justifier, je ne sais pas, le report d'élections ou autre sujet. C'est plus que de la géopolitique pétrolière, c'est aussi, à mon sens, de la politique intérieure américaine, sans parler de l'immigration, oui, et du fait que Donald Trump veut pouvoir expulser en masse ceux qu'il appelle des Vénézuéliens, qui ne le sont pas toujours. Il estime qu'ils appartiennent, ces migrants, au gang Tren de Aragua. Et donc avoir un gouvernement ami au Venezuela, il en a déjà un au Salvador, ce serait l'occasion d'ouvrir les prisons et de pouvoir envoyer ces illégaux en masse. Oui, il y a un objectif de politique intérieure pour vous aussi, Bruno Darou. D'abord créer un épouvantail à court terme et puis peut-être à terme un gouvernement fantoche ou ami. Oui, il y a certainement un élément de politique intérieure. Je n'avais pas pensé à cette option que vient de développer Richard, mais effectivement, ça paraît tout à fait envisageable dans le logiciel Trump, en tout cas. Bon, cela dit, ça ne date pas d'hier, son obsession anti-Maduro. Déjà, pendant le premier mandat, Donald Trump disait tout le mal qu'il pensait de ce régime, avait soutenu, on s'en souvient, c'était un peu l'homme de Washington, Juan Guaido. Oui. Bon, là, maintenant, c'est... Aujourd'hui, c'est Maria Corina Machado qui a obtenu donc, le prix Nobel. Voilà, qui est devenu prix Nobel. Bon, alors, effectivement, il y a l'argumentaire de Trump, mais qui paraît effectivement un peu faiblard, oui, sur le fait que le pétrole, ou plus exactement les devises tirées du pétrole, font que le Venezuela finance
le narcotrafic, la traite d'êtres humains, enfin toutes sortes de choses horribles. Mais c'est évidemment très peu documenté. Il y a un autre argument, alors là, qui est encore un peu plus flou, c'est quand il dit que les États-Unis doivent récupérer des sommes d'argent, des terres, des actifs qui lui ont été dérobés par le Venezuela, mais il ne précise pas. Alors bon, tout ce qu'on peut dire en regardant un peu l'histoire, c'est que dans les années 70, effectivement, le pétrole vénézuélien a été nationalisé, que les experts estiment que durant cette période, les compagnies américaines ont perdu environ 5 milliards de dollars. Elles n'en ont récupéré qu'un seul. Est-ce que Donald Trump fait référence à ça? On ne sait pas. Et puis, peut-être politique intérieure, mais aussi, moi je n'exclus pas, mais vous l'avez un peu dit en fait, pardon, peut-être cette visée quand même idéologique aussi d'exportation du Trumpisme au-delà des frontières américaines. Alors sur le continent latino-américain, il vient d'y avoir la victoire de M. Cast au Chili. Il y a évidemment Javier Milei en Argentine. On se souvient aussi de tout ce que Trump et Jill Evans notamment disent sur l'Europe et comment ils font tout pour encourager là aussi l'arrivée au pouvoir de personnalités ou d'organisations qui partagent leurs idées et leur vision du monde. Donc je crois que c'est peut-être un mélange de tout ça. Après, le blocus qui a été décrété, ça pose un peu problème quand même en termes de définition, parce que, en principe, quand un pays décrète un blocus contre un autre, c'est qu'en fait, il y a un état de guerre. Donc... Oui. Alors, on va en parler. On en est presque. Alors, jusqu'à présent, il y avait un embargo sur le pétrole vénézuélien qui datait de 2019. Voilà. Mais là, on empêche physiquement, en réalité, les navires, parce que le Venezuela continuait de faire commerce de son pétrole. Alors, dans des marchés parallèles, et notamment avec des pays comme la Chine, qui d'ailleurs aujourd'hui à cause de l'embargo, insurgé à cause de l'embargo. Là, il est question vraiment d'empêcher physiquement la navigation. Mais pas seulement, parce qu'on voit des troupes, ou on entend dire en tout cas que des troupes américaines vont se déployer en Équateur. Est-ce que là, c'est la fameuse opération terrestre qui se précise, d'après vous, Richard Verly? Alors, l'opération terrestre, je crois que tous les commentateurs que j'ai entendus n'y croient pas. N'y croient pas pour une raison simple, c'est que le Venezuela, c'est une géographie quand même très compliquée, tropicale, montagneuse. Il y a un nationalisme vénézuélien très fort. Je rappelle que Maduro est l'héritier de Chavez, le fameux populiste Chavez. Et qu'envoyer des troupes dans ces conditions-là, ce serait quand même très périlleux. Et par ailleurs, en contradiction totale avec ce message de paix que Donald Trump entend apporter au monde. Donc, mais on va voir, il change d'avis souvent, Donald Trump. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il veut maintenir la pression. 2 éléments quand même à avoir en tête. D'abord, c'est l'arraisonnement de ce navire, de ce pétrolier. Vous avez vu les images avec les forces spéciales qui descendent des hélicoptères, c'est-à-dire ni plus ni moins un acte de guerre. Quand on fait ça, c'est un acte de guerre. Donc, il est sans doute prêt à faire d'autres choses de ce type. Et puis ensuite, il a quand même autorisé la CIA à des actions létales. Alors, est-ce que CIA... Force spéciale, à ses yeux, c'est la même chose. Donc imaginez que des forces, que des commandos américains, à partir de l'Équateur, interviennent ponctuellement ou soient héliportés au Venezuela. Pourquoi pas? Néanmoins, moi je crois que le risque d'un engrenage est quand même quelque chose. Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui à la fois, lui, est originaire de Cuba, qui connaît bien cette région, et qui est un peu le monsieur Amérique latine, il est quand même probable qu'il dissuade Donald Trump d'aller trop loin en la matière. Mais 26 navires déjà frappés, 95 morts, parfois sans sommation, comme on a vu il y a 3 jours. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le trop loin, Bruno Darroux? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, bien sûr qu'on est déjà dans le trop loin. Et de ce point de vue, évidemment, l'administration Trump, à la tête de la plus grande démocratie du monde, donne un très mauvais exemple. C'est-à-dire pas de respect de la charte de l'ONU, agression comme ça, de manière de facto, contre des bâtiments d'un pays étranger. Oui, évidemment, ce sont des actes de guerre. Bon, après, on peut reprocher à Vladimir Poutine ce qu'il a fait, mais enfin, quand on voit que maintenant, ce sont les États-Unis qui pratiquent cette espèce de guerre hybride comme ça, sans s'en référer absolument à personne, avec l'usage pur de la force pour servir ce que Donald Trump croit être, on l'espère, les intérêts des États-Unis, oui, évidemment, c'est choquant. Alors, après, l'opération terrestre,
Alors, dans la fameuse interview de Suzy Wiles à Vanity Fair, qui a fait couler déjà beaucoup d'encre et elle a fait beaucoup parler d'elle, elle parle de ça et elle dit qu'en fait, quand même, s'il y avait vraiment une intervention terrestre, là, ça ne se ferait pas sans l'aval du Congrès. Bon, c'est elle qui le dit. On verra bien. En principe, il ne peut pas faire ça sans l'aval du Congrès. Mais est-ce qu'il veut aller jusqu'à une déclaration de guerre en bonne et due forme ? Moi, je ne pense pas. Alors peut-être que son calcul, si on se replace dans l'optique du changement de régime à Caracas et de l'éviction de Maduro, c'est de se dire qu'en compliquant énormément les exportations de pétrole vénézuélien, le Venezuela, qui est très dépendant de ses revenus, va perdre beaucoup de monnaie en devises fortes, notamment en dollars, et ne pourra plus importer toutes les denrées alimentaires nécessaires, et que donc ça pourrait créer un chaos politique et social, des émeutes de la faim, et donc ça aboutirait à faire en sorte que ce soit les Vénézuéliens eux-mêmes, finalement, excédés, affamés, qui renversent le régime Maduro. Oui, ajoutons à ça, on ne l'a pas dit explicitement, que le régime vénézuélien est un régime à bien des égards pourri. Oui, au sens où c'est un régime, la corruption est documentée, elle est énorme, les liens entre l'armée et le narcotrafic sont avérés également. Par ailleurs, on dit que le Venezuela abrite une base du Hezbollah iranien, a profité des réseaux latino-américains du Hezbollah. Donc, déboulonner ce régime vis-à-vis de l'électorat MAGA aux États-Unis, ce serait payant, parce que Maduro est un peu une cible permanente de cette droite américaine, et s'il en venait à bout en mettant la pression militaire mais sans déclencher une guerre, ce serait tout bénéfice. Après, il y a un élément que moi je ne comprends pas, parce que je ne suis pas assez expert, c'est que moi j'ai toujours compris que l'intérêt américain c'était d'avoir un prix du pétrole assez haut, parce que le gaz de schiste américain est cher, et s'ils veulent vendre, il faut que le prix du pétrole soit assez haut. Or, si vous libérez les réserves de pétrole vénézuéliennes, à ce moment-là, le prix du pétrole va plutôt baisser. Donc je ne sais pas en la matière quels sont les plans de Donald Trump. Moi, je ne suis pas non plus un expert. Mais enfin, d'après ce que j'ai lu, les experts en marché du pétrole estiment qu'en fait, ce ne serait pas véritablement un danger pour le niveau des prix du pétrole, parce que le niveau de transactions émanant du Venezuela, alors qui est certes un des principaux, je crois même le principal pays en matière de ressources pétrolières, mais qui n'est que le 21e producteur, le niveau des transactions est trop faible pour que ça puisse avoir un impact sérieux ou durable sur les prix du marché. Et dernier mot, Ana Corrida Machado, elle soutient la politique des États-Unis, y compris d'ailleurs dans les effets sociaux qu'elle peut avoir actuellement via le blocus sur le Venezuela. Elle considère que c'est un des effets qui, la crise sociale, permettra de faire partir Maduro. Il faut le rappeler, elle avait dédié, je crois, son prix Nobel à Donald Trump, où elle l'avait salué au moment où elle l'a reçu. Elle est venue en Norvège dans des circonstances assez rocambolesques. Elle est arrivée le lendemain de la remise du prix. Avec une côte fêlée ou cassée, si Donald Trump, placé au pouvoir, puisque ce serait quand même son intervention, la lauréate du prix Nobel de la paix 2025, je dirais ce serait presque carton plein. Oui. À suivre. Les Européens... En tout cas, juste un dernier mot, en tout cas c'est quand même potentiellement, quand même dangereux, le jeu joué par Trump. Et il y a quelques heures, jusque-là, la Chine était restée très discrète. Oui, elle a réagi. Il y a eu une communication quand même du ministère chinois des Affaires étrangères sur le thème pas d'agression unilatérale contre un État souverain, etc. Bon, on rappelle, vous l'avez esquissé, Raphaël, que la Chine est un des gros clients du Venezuela. Mais que peut faire la Chine ? La Chine peut-elle intervenir dans ce qui reste quand même la sphère d'influence immédiate des États-Unis ? Non, elle ne peut pas intervenir, mais après, ça dépend où Donald Trump place le curseur. S'il sent quand même que la Chine va être très, très mécontente et qu'en plus, ça touche ses intérêts économiques, peut-être va-t-il y réfléchir à deux fois. Les Européens, eux, se réunissent demain et vendredi en sommet à Bruxelles. Il sera question notamment des moyens pour venir en aide à l'Ukraine au cours des 2 prochaines années. La Commission souhaite utiliser les avoirs russes gelés pour une grande partie en Belgique. Problème, Bruxelles s'y oppose. Axel Simon. Utiliser certains actifs souverains russes gelés, c'est l'une des solutions trouvées par les 27 pour financer un prêt massif à l'Ukraine. La Commission européenne cherche à piocher dans l'enveloppe de 210 milliards d'euros d'avoirs de la Banque centrale russe, gelés sur le territoire européen à la suite des sanctions contre Moscou. Jeudi, les pays européens ont levé un obstacle clé pour pouvoir utiliser les avoirs gelés.
Les Européens ont mis au point un plan astucieux. Émettre des obligations à taux zéro, dites obligations de réparation, adossées aux avoirs russes gelés. Elles bénéficieront de garanties de la Commission et des États membres, ce qui les rend équivalentes aux obligations souveraines de pays comme la France ou l'Allemagne. Ce sera un excellent investissement. L'Ukraine en percevra les recettes en plusieurs tranches. À elle seule, la société financière Euroclear, basée en Belgique, héberge 193 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Le gouvernement belge réclame donc des garanties juridiques de la part des Européens, notamment un mécanisme de solidarité. Il est inacceptable d'utiliser cet argent et de nous laisser seuls face aux risques. Il ne s'agit pas d'une demande déraisonnable, mais simplement d'une question d'équité. La réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Sa banque centrale a annoncé engager des poursuites contre Euroclear. Moscou considère comme illégales les sanctions internationales à son encontre, notamment le gel de ses avoirs, et qualifie leur utilisation de vol. Et avec nous en direct de Bruxelles pour France 24, Pierre Benazet. Pierre, la Belgique a obtenu des gages de ses partenaires? Pas encore. Pour l'instant, les Belges négocient pied à pied. Alors, ça se passe un peu mieux que ça se passait depuis le mois de septembre, lorsque Ursula von der Leyen a annoncé cette idée d'avoir un prêt de réparation pour l'Ukraine, avec, entre autres scénarios, parce qu'il y en avait 3 au départ, d'utiliser, en tout cas d'adosser ce prêt aux avoirs immobilisés chez Euroclear. Immobilisés et pas gelés, il faut faire une différence, et c'est devenu très important aujourd'hui. Ces avoirs ne sont pas gelés. Les avoirs gelés, ce sont ceux des oligarques, par exemple. Là, ce sont les avoirs immobilisés, c'est-à-dire ceux qu'il y a chez Euroclear, 185 milliards d'euros, et ceux qu'il y a dans les autres pays de l'Union européenne, dans les banques privées aussi, par exemple. Ça, ce sont les avoirs immobilisés. Au total, ça représente 210 milliards d'euros qui sont dans l'Union européenne, c'est-à-dire en gros les 2/3 des avoirs souverains de la Russie. C'est ce que possède la Banque centrale russe, c'est ce qu'elle a placé en Europe. Le sujet qu'on vient de voir mentionnait la procédure en justice initiée par Moscou en Russie vendredi dernier. Cette procédure en justice porte sur 196 milliards d'euros. On ne sait même pas de quoi il s'agit, puisque c'est 11 milliards d'euros de plus que ce qu'il y a chez Euroclear en Belgique. Donc non, pour l'instant, les Belges estiment qu'il n'y a pas de garantie, et ça va être extrêmement difficile, les négociations au cours de ce sommet européen à partir de demain. Mais l'idée, comme on l'entendait dans ce sujet, d'employer ces avoirs, non pas directement, mais comme garantie pour un prêt à l'Ukraine, cela, aujourd'hui, ne satisfait pas la partie belge? Alors, absolument pas. Il reste 2 scénarios sur la table. Un scénario qui est d'utiliser le budget commun de l'Union européenne. Mais ça, ce scénario-là, c'est le plus simple juridiquement, le plus compliqué politiquement pour l'instant, parce qu'il faut l'unanimité. Or, les Européens prennent beaucoup de décisions à 26, sans les Hongrois, depuis maintenant 18 mois. C'est donc un peu difficile d'imaginer arriver à l'unanimité, alors qu'on sait très bien que Viktor Orban ne veut pas financer l'Ukraine pour l'instant. Il reste donc ce scénario d'adosser des obligations sur les avoirs immobilisés chez Euroclear et dans les autres pays de l'Union européenne. Et là, la Belgique réclame des garanties. Elle réclame d'abord que ça concerne tous les pays dans lesquels il y a des avoirs immobilisés, en particulier la France. Pour arriver à ces 210 milliards d'euros, il manque donc 25 milliards qui sont ailleurs dans l'Union européenne, en gros 7 pays dans l'UE. La Belgique réclame aussi des garanties et une solidarité illimitée. Illimitée dans le temps, parce que évidemment il peut y avoir des arbitrages, des réclamations sans date limite pour l'instant. Illimité dans la géographie, parce que on a vu cette procédure en justice initiée en Russie, ça peut être aussi dans l'Union européenne, ça peut être n'importe où ailleurs dans le monde. Et puis illimité en montant, parce qu'on sait très bien que les arbitrages internationaux sont souvent arbitrés
mais au-delà des montants initiaux, il peut y avoir des montants compensatoires, des montants punitifs. Donc la Belgique va négocier pied à pied. Et pour l'instant, Bart de Wever, c'est le chef du village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, qui veut lui imposer de donner son argent. Il a une cote de popularité sans précédent en Belgique, en particulier chez les francophones, ce qui est très surprenant pour un nationaliste flamand. Donc il résiste, il a des arguments juridiques qui sont un peu les mêmes que ceux de Moscou, mais qui sont extrêmement forts et ça va être très difficile de le faire bouger. Il va vraiment falloir donner des garanties extrêmement fortes à la Belgique pour qu'elle accepte de se mettre en danger de cette façon-là. Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles pour France 24. On l'a compris, ces avoirs, c'est un peu la patate chaude, c'est-à-dire que tous les Européens ont une idée de leur emploi, ils sont très téméraires pour savoir ce qu'ils font faire, sauf un pays, celui qui les abrite, en l'occurrence la Belgique. Vous comprenez aujourd'hui cette prudence belge, Richard Verly? J'ai quand même du mal à la comprendre. Parce que la Belgique, non seulement fait partie de l'Union européenne, fait partie de la coalition des volontaires, vous savez, ces pays alliés qui se disent prêts à déployer une force de garantie pour l'Ukraine, et de toute façon, je dirais qu'elle abrite aussi, ne l'oublions pas, le siège de la Commission européenne et le siège de l'OTAN, la Belgique, à Bruxelles. Donc elle abrite pas seulement Euroclear. Donc imaginez que la Russie va prendre une riposte particulièrement dure contre la Belgique en soi à cause d'Euroclear, dont elle est actionnaire parmi d'autres, parce qu'Euroclear est une société qui a des actionnaires à la fois privés et publics. Non, je crois qu'en réalité, Bart de Wever, qui est un nationaliste flamand assez intransigeant, il a compris que c'était le bon moment, que c'était un bon dossier. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a peut-être reçu des coups de fil de Washington, parce que tout ça est extrêmement politique. Est-ce que la Belgique est plus vulnérable que la moyenne? Peut-être, mais les garanties qui lui sont données sont quand même assez solides. S'il devait refuser toute procédure permettant d'appuyer je dirais un prêt ou un montant d'argent sur ses actifs russes, là il prendrait une autre responsabilité. La Belgique, c'est la faillite de l'Ukraine. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent protéger leur place financière avec Euroclear ou ils veulent prendre le risque d'une faillite du gouvernement ukrainien? Bruno Darroux, votre point de vue. On sait que Donald Trump, lui, souhaiterait bien mettre la main aussi sur ses avoirs, qu'il y a une course de vitesse en ce moment. Ah bah oui, parce que on se souvient que dans le premier plan américain en 28 points, le sort des avoirs russes était complètement différent. Si on avait bien compris, on avait la moitié à peu près pour les Américains, la moitié pour les Russes, pour aider après la guerre l'Ukraine à être de nouveau prospère. Bon, tout ça a été un peu abandonné, mais enfin, on comprend bien que Washington, effectivement, n'est pas très désireux que ces avoirs russes soient utilisés comme ça, et ça compliquerait évidemment les relations avec Moscou. Après, c'est un peu contradictoire avec la posture de Donald Trump. Parce que d'un côté, il dit aux Européens, vous allez devoir gérer de plus en plus le fardeau ukrainien, l'aide à l'Ukraine en temps de guerre, l'aide à la reconstruction. Nous, on se retire. Bon, la reconstruction moins, parce que s'il y a du business à faire, évidemment, on sera là. Et d'un côté, dire aux Européens, ben non, là, cette manne de 200 milliards d'euros, vous n'y touchez pas. Après, c'est vrai qu'en droit purement international, ça pose quand même de vrais problèmes. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais de ce point de vue, d'un point de vue vraiment juridique, et je pense aux pénalités, c'est peut-être ça aussi qui joue un peu côté belge, avec ce qu'évoquait Pierre Benazet, les fameux montants punitifs ou compensatoires. En gros, alors après, on ne connaît pas encore le détail des garanties, mais en gros, si on comprend bien, la Belgique dit « je ne veux pas être la seule à devoir affronter tout un processus juridique où, au bout du compte, c'est moi qui vais payer l'addition finale en termes de compensation supplémentaire. » Donc voilà, peut-être que c'est ça qui va se négocier à Bruxelles pour un sommet européen qui, de toute façon, s'annonce assez chaud, parce qu'il y a l'autre gros dossier dont on reparlera peut-être, qui est le Mercosur. Mais oui, ça va être un sommet européen qui va certainement dépasser, comme c'est souvent le cas, mais là encore plus, les horaires prévus. Oui, il y a un élément supplémentaire, c'est-à-dire que le calendrier est très important. Donald Trump, on le sait, veut cet accord. Il veut forcer l'Ukraine. C'est ça la réalité. Il veut forcer l'Ukraine. Je dirais, si l'Ukraine n'obtenait pas
ces fonds européens pour sa reconstruction et pour financer son budget dans les 2 prochaines années, ce serait en réalité une pression supplémentaire sur Zelensky. Donc, tout ça est de la négociation, je dirais, par sujet interposé. Les États-Unis ne sont peut-être pas hostiles in fine à une procédure européenne qui, de toute manière, permettra de financer à peu près 100 milliards d'euros, c'est-à-dire la moitié, mais pas maintenant, parce que maintenant, ça donnerait à Volodymyr Zelensky des garanties que les États-Unis n'ont pas envie de lui donner, puisqu'ils veulent lui tordre le bras. Tout ça est extrêmement cynique. Mais la Belgique joue un jeu où elle doit à la fois se faire l'avocate de la solution américaine, elle doit quand même être un pays européen qui partage le fardeau ukrainien. Et puis Bart de Wever pense aussi, il faut bien le dire, vous imaginez s'il devait rester comme le Premier ministre qui supporte sous son poids les futures réparations à la Russie, etc. Il ne veut pas de ça, donc il va chercher ceinture, bretelles et encore plus. Et on comprend à quel point c'est un sujet sensible. Et on notera que de l'autre côté, évidemment, Zelensky va faire le déplacement. Et il y a eu des informations cet après-midi comme quoi plusieurs hauts responsables ukrainiens confirment que les Américains font pression pour que les avoirs russes ne soient pas dégelés, en quelque sorte. On verra la suite, effectivement, demain à Bruxelles. Merci beaucoup, Richard Verly. Merci, Bruno Darroux. L'essentiel continue dans un instant. On reparlera de cette situation, à la fois le Venezuela, l'Ukraine, et puis on se concentrera aussi sur ces événements un peu curieux, cette cyberattaque qui a visé le ministère de l'Intérieur ici en France. Et puis on l'apprend. Un navire, un ferry, sur lequel on a retrouvé une boîte assez étonnante, une clé USB qui aurait permis d'en prendre le contrôle à distance. Un suspect a été interpellé, un ressortissant letton. On en reparle dans un instant. Tous les soirs, je vous emmène en Afrique. Ne manquez pas notre coup de projecteur sur l'actualité africaine avec nos correspondants et nos invités. Retrouvez Myriam Amelal Lalmas dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Et pour rester connecté, rejoignez le WhatsApp de France 24 Afrique.